S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à l'intervention suivante. Donc on va faire cette présentation à deux voix. Donc je suis Marie Morin du service de prévision des crues Seine-Aval Côtier-Normand. Et puis je vais faire ma présentation avec Laurent Dival du SPC Garonne à Dour-Dordogne. Et on va vous présenter du coup une étude qu'on a menée, alors plutôt à l'initiative de SPC GAD et qu'on a appliquée nous sur la Seine. Donc on va vous présenter nos résultats. Donc il s'agit d'une étude sur l'impact de la hausse du niveau de l'océan sur la vigilance crue, donc dans l'estuaire de la Dour et dans l'estuaire de la Seine. Je vais passer vite sur les premières diapos puisque nos collègues ont déjà présenté pas mal de choses sur le dispositif de la vigilance et sur le fonctionnement de la Seine. Voilà la Seine, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, et puis nos collègues de l'Université de Rouen ce matin. Donc notre tronçon surveillé va de Pose jusqu'à Laval à Honfleur. De manière opérationnelle, donc on a un modèle hydraulique 1D, masse carrée, et on utilise les données d'entrée du débit de Seine à l'amont au niveau de Vernon ici. Et puis les données du CHOM plus le modèle AECOM à Honfleur pour les données sur côte. Pour ça, je passe vite. Donc ce qui est juste important à retenir sur notre tronçon Seine, c'est qu'on a un fonctionnement fluvio-maritime qui vont générer des débordements variables en fonction du type d'événement sur la Seine. Avec donc ici c'est l'amont à Pose à gauche et puis à droite, et puis à gauche Laval. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les principaux événements qui vont générer des débordements à Laval, donc jusqu'à peu près Heurteville, ce sont plutôt des événements de type tempétueux, donc avec un forçage maritime prépondérant. Et puis le forçage fluvial est prépondérant sur l'amont jusqu'à peu près entre Oissel et Rouen, donc juste un peu à l'amont de Rouen. Et puis sur la partie intermédiaire, un fonctionnement plutôt à deux forçages fluvial et maritime. Donc l'objectif de l'étude, c'était de se poser deux questions. Donc, quelles seront les conséquences opérationnelles de la hausse du niveau marin sur notre territoire et puis sur la vigilance crue? Et puis quel sera l'impact sur les zones inondées et les enjeux du territoire? Donc pour ça, on a travaillé avec une étudiante de l'ENTPE. Donc c'était un stage de fin d'études. Donc c'est Estelle Marchand qui a mené l'étude pour le SPC en 2020. Donc pour ça, elle s'est appuyée sur les scénarios de changement climatique, donc les scénarios d'élévation du niveau marin du changement climatique issus du rapport du GIEC de 2019. Donc ici, vous avez les valeurs médianes d'élévation. Dans le tableau, donc à droite, vous avez les valeurs médianes d'élévation du niveau de la mer attendues pour différents scénarios. Donc on a choisi d'étudier deux scénarios. Le scénario 4.5 qui correspond à un scénario sur lesquels on aurait des politiques d'atténuation qui permettraient de ralentir les effets du changement climatique. Et puis un scénario 8.5 qui est équivalent de on ne fait rien et c'est la projection des émissions actuelles. Donc en médiane, pour les plus fortes valeurs, pour 2005, pour le scénario le plus pessimiste, on aurait 84 cm d'élévation du niveau de la mer. Donc on n'a pas intégré du coup les conclusions du dernier rapport qu'on a vu ce matin, et notamment l'élévation de 1,7 m d'élévation du niveau de la mer. Donc je vais faire un focus par la suite plutôt à l'échéance 2100 sur ces deux scénarios 4.5 et 8.5. Pour étudier du coup l'impact de ce changement climatique, on a mené des hypothèses. Donc on a travaillé avec comme donnée d'entrée le débit observé sur la Seine à Vernon, celui observé sur l'Eure qui est un affluent de la Seine à Louviers, et puis les différentes côtes aux 17 marégraphes sur la Seine. Donc on a pris les chroniques sur 4 ans, de 2016 à 2018.
Et pendant ces 4 ans, donc on avait différents types d'événements qui ont généré des débordements, donc à la fois des tempêtes et à la fois des crues fluviales. Pour simuler le changement climatique, donc on a agi que sur la contrainte aval. On n'a pas du tout modifié le régime hydrologique amont. Donc ça, c'est un choix qui a été fait pour simplifier l'étude. Donc pour réaliser les simulations, on a repris notre modèle hydraulique 1D qu'on utilise pour l'opérationnel, qu'on a fait tourner sur 4 ans continu, donc sur la chronique 2016-2020. Et ici, donc vous avez un exemple de résultats donc, à Rouen des différentes simulations avec les différents scénarios et les différentes échéances, donc avec les différentes élévations, les différentes valeurs d'élévation du niveau moyen de la mer. Puis en bas, le scénario de référence. Donc finalement, ça fait comme si on translatait tout le signal, mais de manière quand même modélisée par notre modèle hydraulique. Juste, ce graphique nous permet de voir que j'ai pris la valeur maximale qui avait été modélisée par notre modèle, donc c'est la cote de pleine mer maximale sur les 4 ans finalement qui a été rejouée pour un scénario, pour différents types de scénarios, juste pour avoir une indication de est-ce que par exemple 84 cm d'élévation du niveau de la mer complètement à l'aval, est-ce qu'on retrouve cet ordre de grandeur-là sur les différents marégraphes d'aval en amont. Donc ici c'est le plus en amont et ici c'est le plus en aval. Donc par exemple pour Côte-Bec-en-Caux, si on a 84 cm d'élévation de la mer, on retrouve quasiment cette valeur dans la cote de pleine mer maximale qui a été simulée. Par contre sur Elbeuf, donc par atténuation du coup de la pleine mer le long de l'estuaire, on se retrouve quasiment un peu moins de 50 cm. Donc je vous le disais tout à l'heure, je vais vous présenter du coup plutôt les résultats du scénario 4.5 et 8.5. Donc pour évaluer l'impact de cette élévation, on a on a calculé différents indicateurs, toujours sur la base de la méthodologie qui avait été proposée par notre collègue du SPCGAN. Donc on a calculé le nombre de jours en vigilance moyen par an avec ces différentes simulations. La durée de submersion moyenne par an, et puis les conditions qui génèrent des débordements, l'évolution finalement de ces conditions liées au changement climatique. Alors, pour ce qui concerne donc, la vigilance jaune, donc, pour rappel, la vigilance jaune elle est définie comme les niveaux atteints qui génèrent des premiers débordements, où les enjeux qui sont touchés sont très localisés à proximité du cours d'eau. Donc ici, le graphique présente en fait l'évolution entre ici le scénario de référence à gauche et puis les différents scénarios à 2100, le 4.5 et le 8.5, sur nos 5 marégraphes de référence. Donc par exemple, à Rouen, pour le scénario médian, on multiplierait nos jours en vigilance jaune par 3,6 et puis pour le scénario plus pessimiste par 6,6. Pour ce qui concerne la vigilance orange, donc cette fois-ci la vigilance orange, on est plutôt sur des dommages plus généralisés où la vie économique et du territoire commence à être paralysée. Donc cette fois-ci, donc on avait forcément sur la période de référence qui est 2016-2020 moins d'événements en vigilance orange, mais on en avait quand même quelques-uns. Et donc on voit que même pour un scénario médian, donc on augmente considérablement nos nombres de jours moyens en vigilance orange. Et puis par exemple pour Duclerc, qui est sur la partie intermédiaire à fonctionnement fluvio-maritime, on multiplierait par 9, presque 10, le nombre de jours en vigilance orange. En ce qui concerne la durée de submersion, donc là on s'est posé la question, est-ce que le changement climatique aura un effet sur le temps finalement la durée pour laquelle les submersions auront lieu sur le secteur. Donc on a défini cette durée de submersion comme la durée théorique pour laquelle le niveau jaune est dépassé. Et donc là, par exemple, à Elbeuf, qui est complètement à l'amont, donc on avait déjà une forte valeur sur notre scénario de référence, parce qu'on avait vécu un événement fluvial assez important en 2018 et 2016. Mais on multiplierait par 2 pour le scénario plus pessimiste, la durée de submersion moyenne par an. Et puis, par exemple, pour Côte-Bec-en-Caux, qui est complètement à l'aval, si on calcule la durée moyenne de débordement par pleine mer,
Aujourd'hui, c'est un secteur qui n'a quasiment jamais été inondé. Et donc, on voit qu'on multiplierait par 5 avec l'élévation du niveau l'élévation du niveau marin, par 5 la durée de submersion. Ça, je passe. Et puis, dernier indicateur qu'on a calculé, c'est l'évolution des conditions de débordement. Donc, on s'est demandé entre le forçage amont de débit et puis le forçage aval lié au forçage maritime, comment évolueraient finalement ces conditions de débordement. Donc, ici, on a le marégraphe d'Elbeuf. Donc, en gris, c'est les points. Donc, un point correspond à une pleine mer qui a généré un débordement, donc qui a dépassé le niveau jaune. Donc, les points gris sont le scénario de référence, donc ce qu'on a vraiment observé sur la période 2016-2020. Donc, on voit pour Elbeuf, donc en abscisse, vous avez le débit à l'amont, et puis à l'aval, la côte à Tancarville. Donc, pour générer des débordements, il faut à minimum environ un débit de 1100 m3 sur la Seine, et puis des côtes à l'aval assez variables, puisque le forçage maritime a moins d'influence sur la partie amont. Et puis, si on regarde les différents scénarios, plus 26 cm, plus 55 cm ou plus 84 cm, on voit que finalement, cette frontière de débit a de moins en moins d'impact. Elle descend. Et donc, finalement, pour le scénario le plus pessimiste, finalement, peu importe le débit, si on aura des fortes côtes de pleine mer, on aura des débordements générés à l'amont. Donc, c'est le même exemple à la Bouille qui se situe un peu à l'aval de Rouen. Donc on a ce même effet d'effondrement de la limite pour le débit qui génère des débordements. Et puis à Caudebec, en Caux, c'est pareil, il y a une petite enveloppe, je ne sais pas ce qu'elle a fait là. À Caudebec, en Caux, qui est complètement à l'aval, là on voit qu'on avait peu d'événements débordants en référence, c'est les petits points gris qui sont ici. Il fallait quand même des côtes assez élevées du niveau moyen de la mer, et donc on voit que finalement, peu importe le débit, de toute façon, avec le changement climatique, on générera des débordements, et puis pour des côtes plus basses. Alors, sur l'impact sur le territoire, donc pour ça, on a utilisé les ZIP que mes collègues vous ont présentés juste avant. Donc, on a utilisé le même type de méthode en qualifiant des aléas. Donc, comme les ZIP nous donnent des classes de hauteur d'eau, donc on a qualifié l'aléa faible pour une hauteur d'eau de moins de 50 cm, un aléa moyen entre 50 cm et 1 mètre, et puis l'aléa fort au-delà de 1 mètre. Et puis, on a estimé les populations et emplois impactés à l'aide du semi de point de population ou d'emploi qu'a établi le CEREMA. Puis, on a croisé également avec d'autres enjeux, type établissement sensible, espace sensible, ou bâtiments et infrastructures de gestion de crise. Donc un premier résultat donc sur la boucle d'Elbeuf. Je crois que j'ai pas le bon diapo, tant pis. Normalement, j'avais une animation qui faisait défiler les différentes hauteurs d'eau. On voyait l'évolution en fonction des différents scénarios. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, oui, ça arrive. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que donc on avait pris un événement de référence, c'était la crue de janvier-février 2018, auquel on avait appliqué les simulations du changement climatique. On a peu d'évolution de la surface inondée. Par contre, c'est les classes de hauteur d'eau qui vont être nettement plus importantes. Ça, c'est juste pour expliquer un peu les enjeux qui vont être touchés à l'avenir. On aura quasiment 2 fois plus de personnes impactées, et puis des axes routiers qui seront d'autant plus impactés. Et sur le secteur complètement à l'aval, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on aura quand même une nette augmentation des surfaces inondées. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un secteur qui est quasiment peu touché aujourd'hui par les inondations, mais qui le sera à moyen terme avec le changement climatique. Et donc, on a à la fois une augmentation des surfaces inondées et une augmentation des hauteurs d'eau atteintes. Et évidemment, plus d'enjeux et emplois qui sont touchés. Aujourd'hui, aucune personne et emploi est concernée par ce risque, alors qu'avec le scénario le plus pessimiste, on aura plus de 270 personnes touchées et une augmentation du coup des emplois touchés de zones d'aléa faible en aléa moyen. Pour conclure, donc on a vu forcément que le changement climatique aura un effet sur l'activité de prévision des crues, puisqu'on aura une augmentation de la fréquence de passage en vigilance. Et puis un allongement des durées de submersion,
Et on voit aussi que les conditions de débordement évoluent. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc voilà, pour les secteurs qui étaient complètement épargnés aujourd'hui, on aura des effets à moyen terme. Désolée. C'est là, le bouton. Bon, alors je vais vous présenter en 2 minutes. Tu peux prendre 5 minutes au moins quand même. Hein. 5 minutes, non, c'est pas grave. Donc, je vais vous présenter la partie Adour-Maritime, donc ici de la façade océanique, et puis on va s'intéresser à ce cours d'eau aussi, de la partie Adour-Maritime. C'est juste pour vous présenter en fait compte la forme des signaux. Donc, je suis en mer, il n'y a aucune influence de la marée, et plus je vais rentrer dans les estuaires, plus le signal de marée va s'effacer, jusqu'à un certain moment où la marée va complètement s'effacer. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en juin 2018. Bon, on va passer vite. Hop. Nos hypothèses, c'est simple. On suppose que la forme de la structure de la mer, les marées sont toujours les mêmes. Les marées, aussi bien en temps qu'en amplitude, il n'y a rien qui se passe de nouveau. Et puis on se fixe arbitrairement 3 hauteurs, là, plus 30, plus 60 et plus 1 mètre. Ce qu'on avait fait un petit peu avant 2019. La chronique, on prend à peu près 4 ans. Dans cette chronique, il n'y a pas d'événements exceptionnels. On a des périodes de retour de 2 à 30 ans. Et puis, on a un peu tous les phénomènes. On a à la fois des forts coefficients de marée, des crues importantes, et puis des surcotes non négligeables. Et les forçages, donc c'est tout ce qui est... Donc, c'est un rejeu. Donc, le forçage, c'est simplement les débits observés. C'est tout. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer par exemple les débits à Dax. En haut à droite, vous avez à peu près la caractéristique débit. Donc vous regardez, il n'y a rien d'exceptionnel sur ce débit. On a utilisé un modèle indé. Donc en amont du modèle, c'est des débits, et en aval, on a fixé les données observées plus les 3 décalages, donc plus 30, plus 60 et plus 1 mètre. Donc juste les conséquences. Donc j'ai oublié de vous préciser. Donc le Bayonne Lesseps, c'est celle qui est le plus sur la façade océanique. Et après on va remonter à l'intérieur. Donc après vous avez Pont-Blanc qui est en vert. Et vous avez Saint-Laurent-de-Gosse qui est un petit peu plus loin sur l'Adour, et Peyrehorade qui est encore un petit peu plus loin. Et là, c'est simplement pour vous montrer, en fonction des différents surcotes, des différentes élévations de niveau moyen, le pourcentage de pleine mer débordante. Ça veut dire plus on va monter. Actuellement, ici, il ne se passe pas grand-chose. On a moins de 10% de débordement. Et si on prend 30 cm, on atteint les 15%. Et si on prend 60, on a 40. Et après, c'est un peu catastrophique. Ça fait en moyenne une marée sur 2 débordante. Non, là, ça... Donc ça, c'était... Non, on va passer parce qu'on n'a pas le temps. Ça non plus. Je cherche un truc plus simple. Voilà. Là, c'était juste pour vous montrer, c'est sur le secteur de l'Adour. C'est simplement... donc, les observations, c'est les petites croix ici rouges. Et à chaque fois qu'on a une strate, en fait, ça correspond à une élévation de notre niveau moyen. Donc, on se rend compte pour un débit, je prends par exemple n'importe quoi, 500 mètres cubes. Et en fonction ici des hauteurs qu'on va trouver donc, sur la façade océanique, si on est en système classique, je veux dire, actuellement, on n'aura pas de débordement. Et là, il faut très peu de débit pour qu'on commence à déborder. Donc, on se rend compte que tout ce qu'on prend à la mer, automatiquement, on va déborder à l'intérieur de l'estuaire. Non, je vais dans le bon sens, je ne sais plus. Non, ça, je suis dans l'autre sens, pardon. Donc, on a la même chose sur la station un peu plus loin, et puis on va directement à la conclusion. Hop, que ça ira plus vite. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà, comme ça, c'est très bien. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est à chaque fois qu'on va s'élever, ça veut dire que on va élever à l'intérieur des terres, donc on aura des terres un peu plus immergées. Et puis, donc, les petits carrés que vous avez à droite, en fait, ça correspond à la quantité d'eau qui sera répartie dans les terres émergées.
C'est-à-dire plus on va monter, plus le niveau d'eau va être important, mais en fait compte, on ne va pas s'étendre énormément, comme c'est une vallée vachement encaissée. Simplement, l'eau va monter, mais on ne va pas inonder plus d'habitations. Et voilà. Merci tous les deux et Laurent d'avoir été très bref. Mais on sait que tu interviens dans la prochaine présentation aussi, donc tu voulais peut-être garder aussi du temps. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir quelques questions en attendant. Gonnejean du show. Merci pour cette présentation dense et rapide. J'avais une question sur le débit, parce que là, effectivement, en fait, le graphe montrant les risques ou les débordements ou à pleine mer, qui arrivent très vite, peu importe le cas, enfin, ce que j'ai pu en comprendre, c'est que j'avais une question sur on va dire le forçage, la fréquence ou l'observation, votre débit. Et ça, c'est parce que moi, je suis intéressée et que je ne connais pas forcément. C'est une question complètement naïve. Vous mesurez les débits à quelle fréquence? Ou là, en l'occurrence, c'est à partir des débits mesurés, c'est à partir de débits simulés, basés sur votre expérience observée. Juste resituer le cadre des débits ici. Pour cette simulation, en fait, compte, c'est que des débits observés. On n'a pas touché au débit. En fait, compte, la seule chose qu'on a changé dans le modèle, c'est simplement l'élévation au niveau à l'aval, au niveau de la mer. Mais les débits, c'est exactement les mêmes. C'est les débits observés sur la chronique qui est affichée. Donc c'est les débits calculés au pas de temps 5 minutes, à partir des hauteurs mesurées. Bruno Jeannet, pour compléter un peu sa réponse, donc il parle des débits observés, parce que les conclusions du GIEC sont très claires pour les élévations du niveau de la mer, sont assez claires pour les prévisions de précipitations. Par contre, sur les débits des cours d'eau, on a quand même beaucoup plus d'incertitudes. On n'est pas certain qu'il y ait une augmentation des crues sur les grands cours d'eau métropolitains. Donc c'est pour ça que pour l'instant, l'hypothèse qui a été prise de garder les débits observés actuels semble une hypothèse tout à fait cohérente par rapport à l'influence de l'évolution du niveau de la mer. Moi, j'avais une question sur votre état de référence. Vous avez bien dit... Vous pouvez vous présenter? Ah, pardon, autant pour moi. Jonathan Chenal de l'IGN. Vous avez bien dit que vous avez pris 2016-2020 comme état de référence, parce que l'état de référence pour les projections de niveau de la mer du GIEC, c'est 95-2014. Donc même à 3 mm par an, bon, ça ne fait pas une grosse différence, mais c'est important de faire la correction. Et deuxième question, c'est est-ce que vous avez pris la projection globale ou est-ce que vous avez pris les projections régionalisées qui ont été publiées d'ailleurs avec le 6e rapport? Donc on a pris les projections globales et non régionalisées. Et puis sur la référence, c'était plutôt un choix local délibéré, puisque sur la chronique 2016-2020, on avait plusieurs types d'événements qui étaient sur des niveaux de premier débordement à des crues quand même assez importantes. Sur du coup 4 ans, c'était assez ramassé. Donc c'était intéressant pour nous d'étudier différents types de crues, débordements, submersions, en fonction de différents types de... Enfin, sur un temps assez ramassé, sachant que c'est un modèle hydraulique indé qui est quand même assez rapide à faire tourner, mais pour faire tourner 4 ans, il faut quand même presque une demi-journée. C'était pas ma question. Pardon. Ma question, c'était que l'état de base sur lequel les projections du GIEC sont calculées, c'est 95-2014. Oui. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas le même état de base, oui, d'accord. Vous n'avez pas le même zéro, en fait. Okay, même à 3 mm par an, bon, ça ne fait pas un gros écart. Je voulais savoir si vous aviez procédé à la correction. Non, pas du tout. On n'a pas. De toute façon, vu les incertitudes, on est dans le bruit. Et puis, il y a une question de Thomas et Océane. Donc 2 questions encore, s'il vous plaît. Merci. Océane Antoine, SPC Bassin du Nord. Du coup, moi, je voulais revenir sur la question qui a été évoquée très très rapidement sur l'évolution des pluies. Ce matin, on a vu qu'il y avait 7% de plus d'eau dans l'atmosphère et que du coup, on peut imaginer plus de précipitations et plus de crues. Je comprends pas très bien du coup la remarque de tout à l'heure sur
l'impact sur les grands cours d'eau, est-ce que c'est différent pour les petits cours d'eau? Voilà. Oui, donc ce n'est pas vraiment le but de la journée, donc je réponds quand même très rapidement. On a des informations, c'est vrai, sur des précipitations qui seront plus intenses, donc ça va jouer sur une augmentation du ruissellement, et notamment du ruissellement urbain. Par contre, sur les grands cours d'eau, comme on aura également une augmentation de l'état de sécheresse des sols de manière globale, donc une humidité des sols qui sera plus réduite, l'évolution sur les crues est quand même vraiment incertaine. Donc là, c'est des travaux qui sont encore en cours et on attend quelques précisions sur les évolutions. Alexis Bernard du CEREMA. L'exercice prospectif, même avec des outils assez simplifiés, il est hyper intéressant. C'est assez accablant quand même quand on regarde les résultats, je ne sais pas, sur Dax ou sur Rouen. Peut-être une petite remarque. Alors, ce n'est pas l'outil qui est mis en œuvre là qui pourrait y répondre, mais disons que pour atténuer un peu cet effet, il y a une partie de la réponse qui va dépendre de ce qu'on fait de l'estuaire. Est-ce qu'on dépolderise, est-ce qu'on fait des choses sachant, voilà, il y a une partie qui vient de la mer qui ne sera pas négociable, mais il y a peut-être une marge à avoir selon ce qui sera fait sur les barres de l'Adour ou sur les zones latérales de l'estuaire de la Seine. Une dernière question de Stéphane. Et après, on laissera la parole à nouveau à Laurent parce qu'il a été volontairement bref, donc on lui laisse un temps de parole après. C'était pour répondre. C'est une vraie question. Là, il y a effectivement sur le côté gypse et naval, il y a, comme dans tous les estuaires, il y a des thématiques sur la gouvernance globale. Et effectivement, la question peut être la suivante. Et, on l'a vu sur Port-Jérôme, on a des réseaux de murettes, et c'est le cas sur l'ensemble des limageurs successifs. Et effectivement, il y a un test qui a été fait par le gypse et naval en supprimant en fait l'ensemble des murettes, on va dire c'est des petites digues, on va dire des murettes, mais qui suffisent quand même à protéger. Et donc effectivement, la suppression de ces murettes va conduire à des pertes en volume, au flot, qui vont moins se retrouver à l'amont. Et on a un ordre de grandeur de 15 à 20 cm si on supprime en fait l'ensemble des murettes sur la partie aval et si on inonde successivement à l'ensemble des secteurs qui sont pour certains d'entre eux quand même assez occupés. Mais ça permet d'avoir un ordre de grandeur de ce qu'on peut gagner par une mobilisation totale, libre en fait des limageurs concernés.